Vous en avez pas marre de tous ces donjons, de tous ces jeux médiévaux fantastiques, de tous ces jeux dans l'espace. Vous avez envie de varier un petit peu? Bah, je crois que j'ai la solution pour vous. Voilà, un petit jeu d'exploration de caverne par exemple. Avec, bon, je tiens à souligner, une expérience coop. Voilà, désolé. J'ai essayé de faire un peu de compétitif, mais quand j'ai regardé mon étagère, je l'ai vu. Et je me devais d'en parler aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Subterra. Voilà, belle boîte. Très belle boîte. Hop, je le pose là. Donc Subterra, c'est un jeu d'exploration en coopération. Donc vous allez incarner des spéléologues qui se retrouvent bloqués dans une caverne, un peu malgré eux. Et leur but, ça va être de trouver la sortie. Une sortie qui va être un petit peu compliquée à trouver, vous allez voir, puisque bon, il va y avoir pas mal de trucs, pas mal d'emmerdes, hein, si je peux dire. Notamment des monstres pourraient se réveiller, voilà. Je vous en dis pas plus. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, qui dure environ 60 minutes d'après le publisher. Et c'est un jeu, une fois n'est pas coutume, de Nuts, voilà. Désolé Nuts, c'est encore sur vous que ça tombe. C'est la dernière fois, voilà. J'ai plus de jeu après Nuts, voilà. C'est fini, c'est finito. Un petit truc que j'ai pas dit, c'est le prix. Je pense que ça peut intéresser n'importe qui peut vouloir acheter le jeu. Donc on est sur de l'ordre de la quarantaine d'euros. Il existe pour l'instant 3 extensions du jeu, donc qui sont ici. Voilà. Donc qui s'appellent Extraction, Annihilation et la dernière, Investigation. Et donc ces extensions sont proposées au prix de 15 euros l'unité à peu près. Pour l'instant j'en ai testé qu'une. Annihilation, je pourrais vous en parler un petit peu puisque elle change quand même pas mal le déroulement du jeu. Voilà, donc je pense que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et comment ça se joue. Bah, je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Voilà, c'est ça mon boulot en fait. Et alors, vous avez vu un petit peu, j'ai changé ma petite présentation du matériel des jeux. Puisqu'on m'a dit que bah effectivement je tremblais pas mal hein, sur les précédentes vidéos. J'ai décidé de faire un truc un peu comme la mise en place, mais pas avec le même angle de caméra. Bon, il n'y a aucun risque que ça tremble, que ce soit chiant pour vous. C'est vrai que je filme avec mon téléphone, alors forcément c'était pas évident. Au moins là voilà, c'est réglé. Et au moins vous allez avoir vous allez pas avoir mal à la tête, on va dire. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc je vous préviens tout de suite, ce que vous allez avoir dans ma boîte, c'est pas ce que vous allez voir dans votre boîte. En effet, j'ai eu la chance de me faire offrir des inserts donc, pour le jeu, donc avec une imprimante 3D, etc. Donc bon, ce que je vais vous présenter, c'est bien le matériel du jeu, il n'y a pas de souci, mais par contre au niveau des rangements, vous n'allez pas être sur la même. Mais je crois me souvenir que c'est pas trop mauvais. Au niveau des rangements de jeu, il y a juste les tuiles qui vont construire la caverne, elles se barrent un peu en couille. Mais sinon, à part ça, ça va. Donc, je vous ai retiré un petit peu, je vous ai cut un petit peu pour retirer les inserts 3D qu'on m'a offert, hein, parce que bon, ça va pas trop vous intéresser. Là où je vais me concentrer là dans la présentation, c'est voir un petit peu le matériel qui est propre au jeu de base, hein, pas trop se concentrer sur ce qu'il y a dans les extensions. Du matériel de base, vous allez trouver les fiches de personnages. Parce que oui, du coup, chaque spéléo est une classe. Donc une classe de personnage qui aura différents pouvoirs, différentes spécificités, différents points de vie. C'est des cartes qui me font moi beaucoup penser à Aeon's End, si vous voyez ce que je veux dire. La DA, écoutez, assez classique, il n'y a pas de... Honnêtement, il y a vraiment rien à dire dessus. Hein. Un petit paquet de cartes, ici, voilà. Donc ça symbolisera on va dire les manches de jeu, les tours de jeu. Chaque fois que tout le monde a joué une fois, vous allez tirer une carte. Des petites aides de jeu. Alors notez qu'il y en a 3 par personne. On a des petits maples. Alors oui, ça c'est ça je le dis. Vous avez pas de figurines dans le jeu, ce qui est dommage. Que ça aurait été sympa, elles sont vendues séparément. Moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Par contre pour les monstres, vous voyez, vous avez des petits cubes comme ça. Moi je trouve pas ça... Pour l'ambiance, on va dire un petit peu caverne et tout, ça aurait été au moins à voir. Puisqu'il peut avoir que 3 créatures en même temps qui vous pourchassent, ça aurait été sympa d'avoir des petites figurines. Voilà. Un dé, et on a des petits jetons qui représentent la vie. C'est un jeu qui fonctionne beaucoup avec des jetons, il y en a pas mal. Voilà. Alors j'ai pas compris, ils ont pris des jetons donc plats, on va dire. Et dans un même temps, vous avez des jetons avec du relief. Voilà.
Ça c'est un peu... je n'ai pas compris pourquoi ça a fait doublon. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment très très fort, c'est ceci. Voilà, ça c'est le contenu du jeu. Alors pour l'instant vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est tout simplement les tuiles du jeu. Voilà, que vous avez posé, les fameuses tuiles dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer, on va dire, qu'est-ce qu'il y a comme tuiles quand on parlera un petit peu des règles du jeu. Donc un matériel qui est ma foi assez qualitatif. Bon, il y a 64 tuiles je crois, 8 personnages. Bon, pour 40 €, c'est pas mal. Mais bon, c'est quelques meeples, voilà. C'est pas non plus... je vous dis, moi, j'aurais pas craché sur 2-3 figurines. On va passer tout de suite à la mise en place, hein, puisque bon, on va voir un petit peu comment ça se passe pour démarrer. Vous allez voir que c'est très rapide. Alors, vous avez vu déjà, bon, je vous ai épargné un énième magnifique plan sur bois. J'ai acheté un tapis de jeu. Voilà, pour que ce soit plus agréable pour vous, plus agréable pour moi, parce que c'est quand même vachement bien de jouer avec un tapis de jeu. On va pas se mentir. Déjà, la mise en place, écoutez, c'est déjà de choisir son personnage. On a pas mal de classes. On voit qu'ils ont tous 3 HP, sauf le garde du corps qui en a 5. C'est un petit peu un personnage qui est un petit peu spécial. On va décider de prendre, voilà, le chef. Normalement, comment ça se passe pour les personnages? Vous devez toujours en avoir 4. Que vous jouez tout seul, à 2, à 3 ou à 4. Ça, c'est une règle du jeu, c'est que sinon le jeu serait beaucoup trop dur. Donc vous prenez 4 spéléos, préparez-vous à ça. Et si évidemment, si vous jouez à 5, vous prenez 5 spéléos, et à 6, vous prenez 6. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais en prendre qu'un parce que bon, le but c'est de juste vous présenter le jeu, on va pas faire une partie. Donc je vais prendre le chef, c'est un peu le couteau suisse du jeu, hein. Je pense qu'il en faut un dans chaque équipe. À noter que déjà, il y a des personnages qui sont quand même un peu clés dans une équipe. Je trouve qu'il y en a 2, voire 3 personnages qui sont quasiment indispensables. Pour qu'une partie se passe bien en tout cas. Je pense qu'à haut niveau de difficulté, ça devient vraiment important de prendre ces personnages à chaque fois. Ensuite, on prend la tuile entrée, donc qui correspond à là où on atterrit quand on tombe dans la caverne, et on la met au milieu comme ça. Ensuite, vous mettez de côté également la tuile sortie. Ensuite, vous mélangez toutes les tuiles du jeu, et vous prenez un tas de 5 tuiles, et dans ce tas de 5 tuiles, vous y mélangez la sortie. Et ensuite, vous la mettez en dessous de votre deuxième tas. On va dire que celui de gauche, ce sera le deuxième tas. Hop, et on va d'abord taper dans le premier. Ensuite, vous choisissez votre niveau de difficulté. Donc, ça va principalement influer sur la durée de la partie, puisque vous avez un temps limité pour quitter cette grotte, hein, bien sûr. Vos torches, au bout d'un moment, vont s'éteindre, et donc vous serez bloqué dans la caverne, et ce sera game over. J'ai dit taverne, je sais pas pourquoi. Aucun sens. On va jouer en normal. Comment repérer dans quel niveau de difficulté vous êtes? En fait, les cartes, elles vont avoir des petites croix en bas à droite. Par exemple, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cartes-là, je peux pas les jouer en mode normal. Il y a une étoile. S'il n'y avait pas cette étoile, je pourrais les jouer. On va retirer ces cartes, on va pas s'en servir. Là, vous voyez, il n'y a pas d'indication, donc je peux la prendre. Celle-là, on voit qu'il y a 2 ou 3 étoiles. Ça veut dire qu'en fait, au niveau supérieur de difficulté, donc avancé expert, que je vais les retirer. Vous avez compris, mais plus vous avez de cartes, plus vous avez de tours. Et il faut que la dernière, ce soit voilà, cette carte-là. La lampe qui est cassée, c'est terminé. Vous voyez qu'ici, on voit temps écoulé. On verra qu'il y a un petit moyen de gagner 2-3 tours, mais généralement, c'est jamais, ça va jamais plus loin. Les cartes blanches comme ça, pourquoi elles sont pas disponibles en normal? C'est que c'est tous les effets du jeu, les effets d'événements, mais en plus grave, on va dire. On met les petits points de vie de mon personnage aussi, hein, n'oublie pas. Le petit dé qui va nous servir, qui est fourni. Bien sûr, vous avez 4 personnages, là j'en ai pas 4. Hein. Donc voilà pour la mise en place, vous avez vu, c'est encore une fois n'est pas coutume, un jeu avec une mise en place rapide. Et ça fait vachement plaisir quand vous voulez jouer avec un groupe de 6 par exemple. Un petit jeu comme ça, avec des gens qui sont pas forcément, on va dire, initiés aux jeux de société. Et c'est très très sympa. On va passer à la partie, puisque maintenant on peut y aller. Alors, quel est l'objectif de ce jeu? Je pense que vous l'avez compris avec mon petit tas de tuiles, mais en fait ça va être de découvrir un maximum de tuiles pour faire diminuer ce paquet-là, et pour ensuite arriver à la tuile de la sortie, et donc pouvoir se casser de là, tout simplement. Il y a plusieurs phases dans le jeu. D'abord il y a la phase action. Donc la phase action, c'est simple, hein, c'est qu'en fait votre personnage peut faire 2 actions par tour. Donc là vous allez me dire, qu'est-ce que je peux faire avec mes 2 actions? La réponse elle est ici. Les actions de base. Donc d'abord, on peut découvrir.
Donc découvrir, ça correspond à quoi? C'est je prends la tuile et je la pose sur une des 4 embranchements qu'il y a là, hein, puisque vous avez vu que la tuile entrée, l'avantage c'est on peut mettre une tuile ici, on peut mettre une tuile là, là ou là. Donc j'ai découvert une tuile qui ressemble à ça, je vais la mettre ici par exemple, hop. Mais je ne peux pas bouger, voilà, je l'ai juste découvert. Donc ça c'est ma première action, et je peux faire ma deuxième action, découvrir une autre tuile, donc qui sera ici. Ensuite, j'aurais pu faire sinon, j'aurais pu me déplacer sur une des tuiles. Donc ça prend une action. Donc tout ça c'est assez lent, vous avez vu que si j'utilise 2 actions par tour pour faire tout ça, bon forcément ça va nécessiter d'être 4, puisque sinon je vais aller extrêmement lentement, je vais me prendre un max de trucs dans la gueule avant de pouvoir sortir, mais au-delà de ça, c'est surtout que, bah oui, je vais pas aller très très vite dans mon exploration. Et donc on vient à la troisième action qui s'appelle explorer. Donc explorer, contrairement aux 2 premières, ce qui se passe ici, c'est que vous allez prendre une tuile, donc celle-là, vous allez la poser et vous allez aller directement dessus, ça vous aura coûté une action. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi je fais pas ça à la place de découvrir, qui lui me prend une action alors que je bouge pas? Bah c'est tout simplement parce que des fois, vaut mieux juste découvrir pour avoir quelque chose où voilà, on sait pas trop ce que ça va être, éventuellement ça pue la merde, plutôt que d'aller directement dessus. Puisque des fois on peut se retrouver à explorer, donc être obligé d'aller sur la case, et c'est pas forcément une case, une tuile plutôt, où il fait bon vivre quoi. Ensuite on a des actions qui vont coûter 2 points d'action, donc qui vont cramer l'intégralité de vos actions par tour. Donc il y a d'abord courir. Alors courir, c'est une action de déplacement, mais qui permet de se déplacer de 3 cases. Hop. Mais des cases que l'on a déjà découvertes. Ensuite, je peux me soigner. Ça va cramer mes 2 actions pour regagner 1 point de vie. Voilà. Vous allez voir que la vie dans le jeu peut partir extrêmement vite. Donc ça peut être pas mal parfois de juste se poser et de se soigner. Voilà pour les actions de base. Ensuite, vous avez l'option d'utiliser les pouvoirs de vos personnages. Mon personnage, c'est le chef, donc c'est lui qui dirige un petit peu les opérations. On voit ici qu'il a un pouvoir qui s'appelle diriger, donc qui coûte une action, ça c'est une unité de temps. Donc lui il peut choisir un autre spéléo qui est conscient et lui donner son action, voilà, qu'il utilise immédiatement. Ça peut être vraiment pas mal, puisque le chef lui va être un petit peu en support avec tout le monde, mais et il va pouvoir un petit peu donner une action bonus à un spéléo qui en a besoin vraiment immédiatement. Donc voilà, c'est vraiment un pouvoir qui est extrêmement utile. Mettons que j'ai fini mon tour, il se passe des dingueries en fait, hein. Voilà, la caverne elle reste pas statique et il va se passer des choses. Et les choses vont être tirées avec ces cartes ici. Donc ça c'est la phase danger. Voilà, il va se passer un événement un peu dangereux à chaque tour. Donc ici, inondation. Donc inondation, qu'est-ce qui se passe quand je tire cette carte? Bah en fait, vous voyez ici, là, je me suis déplacé sur des petites tuiles qui ont cette icône inondation. Elles vont être complètement remplies de flotte. Voilà, donc je prends ces jetons-là et je les mets dessus. Et là, c'est là qui est intéressant le jeu, c'est que c'est là où vient l'intérêt du jeu, c'est qu'on va se retrouver rapidement isolé avec ces tuiles un petit peu spéciales. Puisque le fait qu'il y ait de la flotte, alors déjà, si j'étais dessus sur la tuile au moment où la flotte était tombée, bah, j'aurais pris des points de vie, hein. J'aurais pris 1 PV de dégâts. Mais là, surtout, si je veux accéder à cette case, eh ben, ça va me coûter une action un petit peu spéciale. Donc, c'est là où on passe aux actions danger. C'est que il va falloir nager. Et pour nager, ça coûte 2 actions. Voilà. Donc, j'aurais payé 2 actions rien que pour aller là. Pour nager sur cette case. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, ça va rendre les déplacements très compliqués. Voilà pourquoi... Dans ce jeu, il faut se séparer, mais pas trop. Il faut rester pas très loin parce que, vous voyez, il suffit que vous ayez tiré une suite aléatoire de tuiles comme ça, et là, vous vous retrouvez complètement isolé de vos potes si vous êtes tout seul, et bah, clairement, ça va rendre très compliqué la suite du jeu. Ok, donc, j'ai tiré cette carte inondation, hop, voilà, donc là, je vais pouvoir faire des nouvelles actions, hein. Donc, je vais essayer de vous tirer, voilà. On va tirer évidemment des tuiles hein, qui sont intéressantes, hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui peut vous arriver dans ces putains de cavernes. Là, j'ai une tuile comme ça. Donc ça, c'est du gaz, hein. Je pense que vous avez capté. Vous n'êtes pas trop con. Alors oui, c'est un jeu où il faudrait de la place, hein, éventuellement, mais bon. Donc comment ça se passe, le gaz? Bah en fait, ça fait rien, de base, voilà. C'est là, c'est tranquillou. Vous en foutez. Un peu comme l'eau, vous n'êtes pas forcément trop réveillé là-dessus. Et le gaz, bah quand ça apparaît,
vous avez la carte gaz qui est tirée dans les cartes danger. Il est actif, donc il est actif, on le pose sur le paquet de cartes tirées. Et à chaque fois que vous allez vous déplacer dans une tuile de gaz pendant le tour où le gaz est actif, vous allez vous prendre 2 PV. C'est pareil si vous avez, forcément c'est comme l'inondation, si vous commencez votre tour alors qu'il y a un gaz actif sur une tuile gaz, bah vous prenez aussi 2 PV. Donc attention, pareil, encore un truc qui vous limite vos déplacements. Essayez d'anticiper, de pas faire les cons avec ça parce que les PV, ils valent très cher dans le monde de Subterra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ces tuiles-là. Donc ces tuiles-là, vous allez en avoir beaucoup. Vous avez vu, il y a un petit icône de cailloux avec des résultats de dés. Ce qui nous fait déjà, vous voyez ici, une connexion avec l'entrée, hein, qui est vraiment pas mal. C'est pareil, il y a toute une gestion de comment on place les tuiles, d'essayer de toujours faire assez de sorties, assez d'embranchements, connecter les tunnels pour un petit peu retrouver nos potes si jamais on est parti un peu tout seul. Voilà, il y a toute cette gestion-là, et ça, c'est vachement cool. Donc là, on a ceci. Donc pareil, alors c'est souvent comme ça dans le jeu, c'est que vous allez poser des tuiles, elles ne font rien. Voilà, la part du temps, il y a plein de tuiles qui ne font rien. Dont celle-là. Donc vous allez vous balader, hop, je vais là, je passe là, je reviens ici, mettons. Encore une fois, c'est avec une carte danger qu'on va activer, on va dire, l'effet de cette carte, donc qui s'appelle ici éboulement. Si je tire éboulement, je lance un dé. Je lance le dé qui est ici. Hop, je le lance. Et c'est parfait, on voit que j'ai beaucoup de chance. Donc, j'ai tiré le dé. Et qu'est-ce qui se passe avec le dé? Il y a un 5 dessus, et il y a un 5 aussi sur la tuile. Donc il va y avoir un éboulement sur cette tuile. Tac. Voilà, ça tombe comme ça. Un éboulement. Et donc là, bah, c'est encore pire que le gaz. Si vous êtes dessous, vous mourrez instantanément. Voilà. Sauf si vous êtes le garde du corps. Pourquoi vous mourrez instantanément? Bah, c'est parce que vous prenez 3 PV. Là, j'étais pas dessus. Et là, bah, pour y aller, hein, c'est comme... c'est exactement comme nager. Sauf que vous bougez pas. C'est-à-dire que vous allez dégager les éboulis, ça va vous prendre 2 actions. Hop. Et après, vous pourrez vous déplacer. Donc vous voyez, les actions danger, enfin les cartes danger, on va dire créent beaucoup de bordel, créent beaucoup de ralentissement, vous espace, alors que vous avez vraiment besoin de rester avec vos potes dans le jeu. Une autre chose dont j'ai pas parlé, c'est si par exemple, moi j'ai fait mes 2 actions et je me dis putain, j'ai quand même envie de faire une 3ème action, sinon je suis vraiment mal barré, je me retrouve dans des risques d'éboulement parce que ça se trouve des tuiles comme ça, vous pouvez en avoir l'appel hein, à la suite. Voilà, je me dis bon, fais chier quoi, je peux pas rester là-dessus. Vous avez la possibilité de faire une 3ème action, cependant, cette 3ème action va demander un lancer de dés qui devra afficher un résultat supérieur, 4 ou supérieur. Si vous arrivez à faire ce lancer de dés, qui est appelé dans le jeu un lancer de talent, vous allez pouvoir faire votre 3ème action. Si vous avez 2, vous allez foirer, donc perdre 1 PV. Vous n'avez pas réussi à vous surpasser. Avec le chef, ce qui est pas mal, c'est que j'en viens à son passif, c'est que vous pouvez ajouter 1 à vos jets de talent. Donc si j'avais eu 3, ça aurait été bon. Voilà. Donc un passif qui est quand même ultra fort et on aura l'occasion de le revoir. Voilà qui m'intéresse un petit peu plus. On va plutôt la mettre comme ça. Encore une nouvelle icône avec des griffes. Aïe 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 aïe. Donc ça, je pense que vous avez compris, mais c'est pas génial. Alors pour l'instant, une fois n'est pas coutume, ça va devenir un mème. Hein. Il se passe rien, hein, vous allez arriver comme ça, vous baladez, il n'y a aucun problème. Bah imaginons, vous êtes là, vous vous baladez, vous voyez cette... en fait, ça ressemble à un nid, hein. Je pense que même si vous avez jamais joué au jeu, vous vous dites bon, faut peut-être pas que je reste sur cette carte-là. Vous allez donc tirer cette carte horreur, danger, une carte danger horreur. Et là c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Ça va faire spawn une horreur. Donc voilà, une très belle horreur, vous voyez, le monstre est vraiment terrifiant. Et voilà, une horreur commence à vous prendre en chasse. Et ça c'est relou, je vais pas vous mentir, c'est très très relou. Donc l'horreur, comment elle fonctionne? Ben, elle joue après vous. Donc vous avez fait toutes vos actions, etc. Vous êtes sur le point de tirer la carte danger. Et en fait, elle va se déplacer d'une case vers vous. Si elle est à 7 cases ou plus de vous, donc si par exemple je cross the map, mettons je suis là, hop, et qu'elle doit avancer, puisqu'elle avance de 1 déplacement à tous les tours, donc là je pense qu'elle va être à 7 de déplacement de moi, elle disparaît. Mais si elle est à moins de 7 cases,
bah, elle avance toujours continuellement à chaque tour vers vous. Donc ça va être une pression à gérer en plus de un petit peu des choses qui vont vous séparer. C'est que bah, vous êtes pourchassé, donc il faut faire vite. Ouais. Il faut vraiment se manier, il faut pas traîner. Parce que bah il y a cette menace qui rôde. Il y a un personnage qui peut les éliminer, mais bon, il faut qu'il soit là, il faut qu'il se passe des choses et c'est pas forcément tout le temps possible. Si par exemple je me retrouve dans cette situation qui est absolument impossible puisque j'ai posé une tuile qui va bloquer le haut comme ça, que clairement il n'y a aucun monde où vous posez la tuile comme ça puisque vous pouvez même pas y aller. Mais admettons, voilà, dans mon monde imaginaire, on va dire que c'est possible. Je suis complètement bloqué ici. J'ai pas envie d'aller nager parce que sinon je vais me retrouver dans la merde après. Là, faudrait que je dégage les boulis, mais je serais bloqué, je pourrais pas bouger. Bref, je suis potentiellement foutu. Hein. Il faut dire les mots à un moment donné dans la vie. Je suis foutu. Donc, je peux décider de me cacher en utilisant mes 2 actions et en réussissant mon jet de talent. Voilà. Ce qui fait que l'horreur va poursuivre quelqu'un d'autre à ma place. Si elle le peut pas, bon, je crois qu'elle disparaît également, bien sûr. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec les horreurs. Donc, va falloir les gérer. Il peut en avoir jusqu'à 3 par grotte. Donc, ça peut aller très vite. Hein. Vous pouvez vite être submergé. Faut faire attention. Et ce qui est surtout chiant avec les tuiles horreur, c'est que bah, c'est des cul-de-sac la plupart du temps. Donc, vous tombez dessus... Alors vous avez fait une grotte de 10 km de long et bah, vous êtes un peu triste quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Moi je sais hein, évidemment ce qu'on n'a pas vu encore. Ces tuiles-là. Ces tuiles-là qui se jumellent avec celles-là. Hein. En fait tout simplement c'est des falaises, c'est des corniches. Voilà. Mais c'est exactement le même fonctionnement, sauf que vous n'allez pas les poser pareil. Donc ça comment ça se passe? Bah vous allez, mettons, bon, il y a un monde où cet éboulement a disparu. Hein. Voilà. Vous l'avez posé, donc vous allez, mettons j'avais exploré, hein, donc je me retrouve dessus. Et là, bah, le problème c'est que comment je fais pour passer? Bah la vie c'est pas aussi simple que ça, il va falloir foutre une corde. Alors pour foutre une corde, c'est pas très simple, hein, on va pas se mentir. Il faut claquer 2 actions et réussir un jet de talent pour mettre la corde. Juste mettre la corde, même pas se déplacer à l'extérieur de cette case, juste poser la corde ici. Donc ouais, ça va vous bouffer un temps infini. Ça c'est les pires tuiles. Hein. Généralement, c'est les tuiles qui rendent fou quand vous n'avez pas de chance. Vous pouvez rester bloqué à des tours entiers à essayer de foutre votre corde. Voilà, rien ne marchera puisque bah, ça dépend aussi du résultat de ce dé qui peut être très chiant parfois. Bah, vous avez une chance sur 2 de réussir, hein, globalement. Sauf si vous avez chef, c'est pour ça que chef est pas mal. C'est que voilà, vous avez plus de chances de réussir. Ou grimpeur, lui, il a ses compétences qui peuvent servir pour mettre plus facilement ce genre de corde. Alors dans la catégorie des tuiles reloues aussi, hein, il y a celle-là, donc qui est un boyau. Alors ça c'est pareil, ça casse bien les couilles. C'est-à-dire qu'en fait pour passer cette tuile, vous devez faire un déplacement à 2, voilà, à 2 actions, tout simplement. Et je dirais même que c'est encore plus chiant que la corde, parce que la corde, une fois que vous l'avez placée, bah au moins vous pouvez revenir tranquille, il n'y a pas de souci. Le boyau, à chaque fois que vous passez dedans, c'est 2 actions. Donc ça, c'est vraiment la carte... pour moi, c'est une des plus chiantes. Vraiment, je la trouve absolument horrible. Je l'aime pas du tout, celle-là. Et enfin, pour finir, il y a donc cette tuile-là. Donc vous voyez, petite icône de... Ça ressemble à rien, en vrai. Donc celle-là, en fait, c'est terrain dangereux. Donc si vous arrivez dessus, vous devez faire un jet de talent. Et on a la version en carte danger, secousse. Quand secousse apparaît, vous devez tous lancer votre dé. Et si vous avez un chiffre inférieur à 4, vous prenez un de dégâts. Donc vous voyez, il y a quand même tellement de moyens de perdre de vie dans le jeu. Ce qui rend le médecin mais surpuissant. Il est totalement indispensable presque à une équipe pour réussir comme ça à switcher entre les tuiles. Lui il va servir un petit peu à faire le pompier, à vous permettre de survivre parce qu'il va pouvoir sprinter entre les cases que vous avez déjà découvert. Il y a quelques classes comme ça qui sont quand même tellement fortes par rapport à d'autres. Une dernière chose, si vous arrivez, donc vous avez tiré toutes les cartes de votre paquet et que vous arrivez à la dernière, vous êtes en temps écoulé. Alors maintenant je peux préciser un petit peu ce que fait cette carte. Donc cette carte, en fait tout simplement, quand vous arrivez dessus, vous devez lancer un dé, encore une fois, et là vous avez compris je pense, c'est un jet de talent. Si vous faites moins de 4, votre personnage disparaît dans la grotte, il n'a plus de lampe et c'est terminado. Voilà.
Voilà un petit peu pour le déroulement d'une partie. Alors, au niveau des variantes qu'on peut avoir, bah, c'est là où je vais pouvoir un petit peu parler de l'extension Annihilation. Donc Annihilation, comment ça se passe? Bah, en fait, ça va totalement être un autre système de jeu. Donc vous avez la sortie qui est complètement collée à l'entrée. Et en fait, vous pouvez pas y accéder parce qu'elle est bouchée. Et votre but, ça va être de trouver trois puits où poser des bombes. Donc il y a 3 bombes, donc 3 personnages sur les 4, si vous jouez à 2, à 3 ou à 4 par exemple, vont prendre les bombes. Et leur but, ça va être de poser les bombes à 3 endroits différents. Donc c'est pareil, c'est des tuiles. Hein. Vous avez une chance de tomber sur un des puits pour poser la bombe. Et une fois que vous avez posé les 3 bombes, vous pouvez revenir et donc sortir. Donc voilà, c'est une petite variante, c'est très sympa, ça change un petit peu de jouer comme ça. Voilà, la sortie est dispo dès le début et ça va être un autre type d'objectif, on va dire, à faire. Pour les 2 autres extensions, j'ai pas testé, donc je peux pas en parler. Voilà un petit peu pour la présentation du jeu. J'espère que ça a été assez clair. Moi là, j'ai vraiment parlé de toutes les actions, tout ce que vous pouvez faire dans le jeu, tous les outils. Après, bah, vous allez voir, hein, c'est du procédural, et c'est ça qui est intéressant aussi. Allez, je vous retrouve face caméra. Bon, vous avez vu, c'est quand même pas mal. J'ai essayé quand même de vous montrer un petit peu toutes les subtilités du gameplay parce que, bon, je dis pas que je le ferai sur tous les jeux, hein, ça c'est certain, mais je trouve que là le jeu le permettait, du coup bah, j'en ai profité pour un petit peu vous montrer tout ce qui peut vous attendre dans le jeu. Bon, alors, maintenant le verdict de ce jeu. Bon, globalement déjà ce qu'on peut dire c'est que vous avez pu voir le système de jeu est quand même vachement original. Le fait comme ça de générer une grotte aléatoirement avec des tuiles, bah en fait ça va super bien. Ça colle vraiment à l'ambiance du jeu. Voilà, le fait d'être dans une caverne, de pas savoir ce qu'il va avoir après, je trouve que l'idée est vraiment très très intelligente et ça, bon, il faut le préciser. Ensuite, c'est un jeu coop pour le coup où il y a vraiment des interactions dans l'équipe. Je veux dire, voilà, chaque classe va vraiment avoir un impact sur une autre classe. Vraiment, il y a vraiment un team play, il y a vraiment beaucoup de dialogue, savoir un petit peu ce qu'on va faire. Il y a quand même beaucoup de planning dans le jeu et c'est quand même sympa. Franchement, ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Par rapport à d'autres jeux où il n'y a pas beaucoup d'interactions, c'est vrai que celui-là, bon, il est assez intéressant pour ça. Alors, troisième chose, l'aléatoire. Moi, je le trouve génial dans le jeu, dans le sens où bah on a l'impression la difficulté est quand même bien dosée, c'est-à-dire que bah vous vous promenez, vous êtes plutôt tranquille, voilà, vous êtes pas inquiet et d'un coup il va avoir un max de trucs qui va vous tomber sur la gueule, mais limite c'est un fou rire quoi. Vraiment, et c'est un jeu où vraiment il y a eu des fois où il y a eu tellement de merde enchaînée, genre par exemple, je prends un exemple, un spéléo qui se retrouve sous un éboulement, l'autre le dégage. Et au final, ils finissent tous les deux sous un éboulement et que des trucs qui s'enchaînent comme ça. Je vous jure, quand ça arrive, bon, c'est des énormes barres. Là, pour le coup, l'aléatoire dans le jeu n'est pas du tout frustrant. C'est quand même. Ça participe même au fun du jeu, je trouve. Maintenant, on va passer au point négatif du jeu, puisqu'il y en a. Il y en a quand même un certain nombre. Donc, déjà, un truc que je vous ai pas dit, mais en fait, les tuiles sont fluorescentes. Donc en fait, si vous avez de la lumière noire, vous pouvez éclairer les tuiles et ça vous fait voilà ça vous met une immersion. Autant vous dire que j'ai trouvé la feature complètement useless. Est-ce que quelqu'un autour de cette table s'est déjà servi de ça? Si oui, bah franchement, il a du courage parce que je pense que c'est pas n'importe qui se trimballe avec une lumière blanche ou une lumière noire, pardon. Donc ça voilà, complètement anecdotique. En deuxième chose, je dirais que... Alors ça, c'était vraiment le petit point faible, hein, ça valait pas grand-chose. En vrai point négatif, je dirais que c'est quand même assez redondant. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où vous allez jouer trop souvent, vous allez faire une game de temps en temps. Parce que, bah, de toute façon, vous pouvez le voir, hein, je veux dire, je vous ai expliqué toutes les subtilités de gameplay en un peu plus de 10 minutes. Bon, c'est que à un moment donné, voilà, vous allez tomber sur les mêmes situations, les mêmes choses. Il y a juste le côté procédural de la génération de grottes, mais bon, c'est vrai que le principe du jeu est toujours le même. Voilà pourquoi je vous recommande chaudement d'acheter au moins Annihilation si vous êtes intéressé par les extensions du jeu, pour ajouter un peu de diversité, parce que sinon c'est vrai que vous allez tourner vite en rond dans ce jeu-là, et c'est dommage. Ensuite, en deuxième vrai point, je dirais, négatif, il y a trop de tours, on fait rien. Vraiment, il y a des tours
où nos péléos ils font rien. Parce qu'on est bloqué avec une corde, parce qu'il y a le boyau, parce que... Et c'est un peu chiant. En fait, dès qu'on a des jets de talent dans le jeu, bah souvent le fait de se reposer sur l'aléatoire à ce niveau-là avec des dés, ça en devient relou. En fait, je trouve que l'aléatoire du jeu est fun quand c'est tirer la carte danger, savoir ce que c'est. Mais le fait qu'il y ait des aléatoires au niveau des jets de talent, bah ça fait qu'on se fait... Il y a plein de tours morts en fait où on fait rien du tout. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça rend un peu le jeu moins dynamique. Dernier point noir pour moi, je dirais que ce serait malheureusement les écarts entre certains d'utilité entre certaines classes. Je trouve qu'il y a vraiment un trio chef, doc, garde du corps à la limite, grimpeur. Voilà, il y a ce quatuor là qui est tellement fort, et il y a des classes un petit peu qui ont du mal à se démarquer, style ingénieur ou même plongeur. Pour avoir déjà testé, on s'est tapé des grandes barres parce que vraiment ils pouvaient rien faire quoi. C'était assez terrible. Voilà, il y a des classes comme ça, elles sont difficiles à jouer, pas forcément très fun non plus. Je pense notamment à l'ingénieur qui va créer des éboulements quand il va faire péter des murs. En fait, ça va servir à connecter des murs. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Donc ces classes-là, un peu en dessous, et c'est dommage. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur Subterra. Donc globalement, c'est quand même une bonne découverte. C'est vraiment un jeu coop à avoir dans sa ludothèque, parce que je veux dire, quand vous êtes 4, 5 ou 6, c'est un jeu qui peut être joué, qui est pas compliqué à expliquer, qui est un peu original. Non, franchement, c'est fun, ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, j'aime l'avoir, j'aime le sortir de temps en temps, le faire découvrir à des gens. Ils sont toujours surpris un petit peu du côté original du jeu. Et ouais, ça fait son effet. Je vous le recommande à 40€. Voilà, c'est un bon jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, voilà, faire tout ce genre de petites choses qui font toujours plaisir. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé. Et passez une bonne journée. Salut à tous.